Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, vidéo qui sera aujourd'hui exceptionnellement sur YouTube et aussi sur Patreon. À propos, parce que le sujet est grave, à propos de la logique, et on le savait déjà l'année dernière, mais la logique de la guerre actuelle d'Israël et d'Iran et des États-Unis contre l'Iran. Je vais devoir appeler ça USI contre Iran, parce que United States of Israel. Mais enfin bref, peu importe, la question c'est, ça va aboutir à quoi? Parce qu'en fait, si on utilise la logique, vous avez... quels sont les objectifs de guerre? C'est toujours important de les comprendre. Alors, explicitement, on nous dit de la part donc de Jérusalem et de Washington que l'idée est de changer le régime parce qu'au fond, ils aiment tellement les Iraniens qu'ils ne veulent pas les laisser souffrir dans un régime islamiste. Bon, je pense qu'il faut demander aux Iraniens ce qu'ils en pensent. On a vu que la tentative de révolution colorée il y a quelques mois a échoué. On a vu aussi que les médias israéliens partout ont évidemment augmenté et exagéré les chiffres. C'est de bonne guerre, c'est normal. Mais ça a échoué. Alors certes, l'Iran est un pays multiculturel avec des ethnies différentes, hein, avec des Balouches, en bas à l'ouest, des Arabes, des Kurdes, des Azéris au nord vers l'ouest. Enfin, non, les Balouches c'est à l'est, vers le Pakistan. Bref, donc il y a cette réalité, mais l'immense majorité du pays, d'abord, est perse. Et puis, et ça c'est le plus important, et accessoirement est musulman, mais c'est un élément important, et évidemment chiite. Donc, que ces gens aiment ou pas leur gouvernement, je rappelle qu'en France, c'est 10% des gens qui ont soutenu le président actuel. Je rappelle qu'en Israël aussi, la majorité des gens ne soutiennent pas en fait Netanyahou et que ce n'est que par cette guerre permanente et l'alliance des différents partis que le régime actuel se tient au pouvoir. Quant aux États-Unis, avec la trahison de ses promesses électorales, bon, vous allez me dire c'est normal pour un politicien, euh, comment dire, l'administration Trump va devoir faire face à des midterms en novembre qui vont être chaudes patates pour eux. Et c'est triste parce qu'en face, il y a des salopards de démocrates, c'est encore pire. Donc voilà, je veux dire, la situation n'est pas si fragile que ça en Iran. Moi, j'ai jamais cru à cette histoire de changement de régime par la violence qui soude les gens. Alors on va me dire, le vrai objectif d'Israël n'est pas et n'a jamais été le bien des autres peuples. Ça, j'y crois, évidemment. Et c'est de bonne guerre aussi. Non, c'est la destruction et le chaos chez ses voisins afin qu'ils ne soient plus une potentielle menace face à leurs propres ambitions et leurs propres plans. C'est de la réelle politique, les mecs. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? D'un point de vue éthique, c'est ignoble, mais d'un point de vue réaliste, c'est un État qui fait ce qu'il doit faire. Alors est-ce que dans cet État, on a saupoudré, ou alors on a mis une grosse gavage d'éléments eschatologiques et d'éléments religieux? Moi, je ne suis pas un expert et je ne suis pas dans la petite tête des petits mecs qui font les stratégies. En revanche, il y a une logique, et c'est de ça dont je voulais vous parler, qui est assez dangereuse. Et c'est la suivante. Visiblement, puisque l'objectif de l'Iran est de survivre et donc de tenir, et qu'en face, l'objectif est de changer de régime et que ça ne marchera pas, ça va durer. Et si ça dure, la question qui se pose, c'est industriellement et d'un point de vue de stock. Et ça nous rappelle l'automne 1914. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est pas grave. Mais en gros, l'Allemagne pensait gagner vite contre la France en passant à travers la Belgique. Et la France pensait gagner vite en traversant vers le Luxembourg, Metz, la Lorraine et monter en plein cœur de la Ruhr. Les deux ont échoué. Les Français se sont emplaffés devant Metz et les Allemands se sont ratés euh, à la Marne face à la bataille gagnée par la France. Et ils se sont retrouvés un peu cons les deux, l'Allemagne et d'un côté la France avec le soutien de l'Angleterre, en se rendant compte qu'en fait leurs artilleries n'avaient pas assez d'obus pour le type de guerre qui se présentait, c'est-à-dire une guerre de position où il fallait bombarder l'ennemi longtemps avant de pouvoir passer à une offensive. Et donc, leurs industries ont dit, oui, mais attendez, il nous faut 1 an pour produire les obus nécessaires pour ce genre de guerre.
Et donc ça a été une crise fin 1914, début 1915, des crises des armements, comme on a appelé ça. Et la paix aurait pu être faite s'il n'y avait pas eu des financiers, je ne vous dis pas qui ils sont, mais en tout cas ils n'étaient pas iraniens, qui sont allés voir et les Allemands, et les Anglais, et les Français en disant mais nous on va vous financer votre industrie, vous allez pouvoir continuer la guerre. Bon, quelques millions de morts plus tard, on connaît le résultat. Là, en Iran, leur stratégie, c'est d'envoyer des missiles, des drones, de faire des attaques de saturation sur les différentes bases militaires américaines et sur les bases militaires ou les infrastructures israéliennes. Il y a des drones qui tombent sur des lieux civils, etc. C'est comme ça. Euh, et d'un autre côté, ben, on a la défense antiaérienne et des missiles d'attaque qui défendent ben, Israël et ses bases américaines et aussi françaises dans le Golfe Persique. Et lorsqu'on regarde les calculs, on se rend compte, et notre ami Voxday a fait un petit calcul statistique en allant tripatouiller un peu Claude et ChatGPT et les stocks de missiles. Et en fait, il s'est dit, voilà, la marine américaine, les bases américaines et le système de défense israélien, plus les défenses américaines autour d'Israël, donc il y a un porte-avions et une flotte américaine au large d'Israël, qui couvre de son parapluie de défense antiaérienne Israël. Alors, c'est pas une couverture, ne veut pas dire une protection parfaite. Mais néanmoins, ils utilisent des missiles. À chaque fois qu'un missile iranien arrive, eh bien, il y a plusieurs missiles qui sont envoyés pour intercepter le dit missile ou des drones. Sans parler des Houthis et du Hezbollah qui va aussi envoyer des roquettes et des missiles, respectivement sur le trafic maritime américain euh, en mer Rouge et bien sûr dans le nord d'Israël sur les villes israéliennes, ce qui est regrettable évidemment. Euh, je suis pour la paix, je ne suis pas pour la mort de civils, et il y a des morts civiles déjà en grand nombre dans tous les endroits, surtout en Iran et en Israël. Ça ne va pas du tout. Bref, c'est comme ça. Mais malheureusement, voilà, c'est l'eau mouille, le feu brûle, la guerre tue. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, cette attrition, cet usage de munitions va arriver à un point où soit l'Iran n'a plus de missiles et plus de drones à envoyer, et ça, on n'a aucune idée parce qu'on ne sait pas quels sont leurs stocks, on ne sait pas quels sont les dégâts qui ont été faits, et on ne sait pas quelle est leur capacité. Mais enfin, l'année dernière, en 2025, et ils ont dû sacrément se préparer depuis, euh, bah, c'est eux qui sont arrivés au résultat où ils avaient encore des missiles à tirer, et Israël n'avait plus de munitions, et les États-Unis non plus. Là, on calcule, donc justement, Voxday a fait son calcul, il nous dit entre 5 et 7 jours de missiles antiaériens entre Israël et les États-Unis, et entre 3 et 5 jours de missiles Tomahawk et autres pour attaquer, de bombes pour attaquer l'Iran, de manière massive. Hein. Après, évidemment, ça peut être plus sporadique, et donc on économise les munitions. Donc, donc cette guerre va durer entre 5 et 7 jours. Encore une fois, peut-être 10, peut-être 2 semaines. Mais si l'Iran tient, ou si les dégâts, et si les missiles de l'Iran, les drones de l'Iran sont encore nombreux, ou parce qu'il est capable d'en produire dans des usines souterraines inconnues, etc. Bon, dans cette hypothèse-là, il va continuer à envoyer des ripostes face aux attaques israéliennes et américaines. Et donc, Israël va se rendre. Israël va dire non, mais bon, désolé, on voulait pas. Non, c'est pas tout à fait le genre de la maison et c'est pas tout à fait la culture du pays. Au contraire, c'est de redoubler en effort et les États-Unis, ils peuvent pas perdre la face à quelques mois avant les élections. Donc le scénario, c'est merde, ça a raté, caramba, encore raté, passons à la vitesse supérieure. Et à la vitesse supérieure, il n'y a pas 36 000 trucs, d'autant plus que, avant de vous révéler le truc que vous voyez venir, d'autant plus que la stratégie d'attaque par décapitation qui avait été utilisée contre le Hezbollah il y a quelques années, avec les pagers explosifs, qui a été utilisée l'année dernière face à l'Iran en attaquant des responsables, alors certains ont été tués, d'autres non, eh bien aujourd'hui, ben, elle ne fonctionne pas. Je veux dire, c'est imaginé pendant la Deuxième Guerre mondiale qu'on tue Hitler. La comparaison n'est absolument pas raisonnable avec l'Iran. Mais imaginez que, voilà, on ait tué Hitler. Et on aurait eu quoi? On aurait eu d'autres généraux, d'autres politiques qui auraient pris la place. Et peut-être qu'ils auraient encore mieux géré l'Allemagne. Imaginez Speer ou imaginez Himmler à la place d'Hitler.
en 43 ou 44. Je suis pas sûr que décapiter un pays. Alors, ça fonctionne à la veille d'une offensive terrestre, à la veille d'une offensive massive où tu décapites le commandement, tu décapites les centres de communication. Mais là, les mecs, ils ont quand même 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience de guerre en Iran euh, face à des agressions étrangères. Et oui, le pays est corrompu, il y a des corrompus, il y a des gens qui vendent les informations, on peut détruire des centres de commandement, et je pense que les États-Unis et Israël l'ont fait. On peut aussi décapiter des décisionnaires politiques ou militaires, mais les militaires, ils ont leurs ordres, ils savent quoi faire dans ce scénario. Enfin, du moins, ça, c'est l'enfance de l'art dans l'approche militaire, c'est que tu n'attends pas tes ordres comme un couillon. On n'est pas en Irak en 1991. C'est pas une dictature, l'Iran. Ce n'est pas une tyrannie dictatoriale militaire comme était l'Irak de Saddam Hussein. Pardon, Hussein. Bref, là, les mecs, ils savent quoi faire. Ils savent où tirer leurs missiles. Ils savent comment riposter. Voilà, imaginez le Japon, les mecs dans leurs îles, ils n'avaient plus de commandement, ils n'avaient plus de messages de la part du QG impérial venant de Tokyo. Et ben, ils se défendaient face aux Américains quand ils débarquaient sur Iwo Jima ou Tarawa ou Ewinetok ou d'autres îles ou les Mariannes. Donc, et donc, tu fais quoi? Eh bien, tu es obligé de passer à la vitesse supérieure. Et ça, c'est sans même imaginer qu'un navire important ou que des forces américaines importantes ou israéliennes subissent des pertes tout d'un coup massives. Par malchance ou par habileté des Iraniens, on peut imaginer des pertes massives. Et à ce moment-là, la perte de face et le fait d'accepter une défaite étant impossible pour les États-Unis et pour Israël, la vitesse supérieure, c'est l'attaque nucléaire. Alors l'attaque nucléaire peut se faire de manière massive ou elle peut se faire de manière graduée en disant je te pète une ville, puis deux, puis quatre, et en disant bon maintenant tu te rends ou quoi. Mais c'est là où on rentre dans l'inconnu. Parce que on va imaginer que c'est possible et que ça se fasse. Imaginez deux, trois villes, Natanz, Boucher, ou même Téhéran, qui soient bombardées. Alors déjà, il y a la réaction du monde. Alors vous allez me dire, si les États-Unis et les Israéliens en avaient quelque chose à foutre de l'opinion internationale, ça se saurait. Ils seraient déjà en train de mendier, de se plaindre et de demander pardon, chose qui n'existe pas dans ces cultures-là depuis des décennies. Donc non, ça n'existerait pas. Donc, mais néanmoins, l'opinion mondiale serait extrêmement, on va dire, antisémite, quoi. Anti-américaine en tout cas. Et là, ça pose des problèmes aux populations juives et aux populations américaines d'ailleurs, vivant un peu partout dans le monde. J'appelle pas à la violence, évidemment, mais vous imaginez le risque de sécurité quand ton voisin, enfin, quand ton pays a a buté des millions de gens euh, par une arme nucléaire qui est dans l'inconscient collectif. Alors, dans mon livre NRBC, je vous rappelle que j'ai écrit un livre sur comment survivre aux événements, notamment nucléaires, et que vous trouvez sur mon site pierrot.com un guide sur comment survivre à la guerre nucléaire. Mais enfin bon, dans l'inconscient collectif, c'est un truc massif, c'est un truc monstrueux, c'est un truc horrible, c'est un truc démoniaque, c'est le mal absolu, c'est pire que les nazis, la guerre nucléaire. Et donc, tu peux avoir des gens, et là, euh, même des sunnites s'en foutent un peu des Iraniens, là, pourraient devenir foldingues et commencer à découper au couteau leurs voisins, les gens dans la rue, etc. Donc, faut faire super gaffe à ça. Donc, il faut se préparer à ce genre de choses aussi. Et ça, c'est dans l'hypothèse où l'Iran n'a pas lui aussi, en fait, caché une bombe nucléaire que lui aurait même fourgué le Pakistan. Et bref, vous imaginez, on rentre dans un nouveau monde, au-delà des morts et de la destruction. On rentre dans un monde où on a déjà balayé le droit depuis de nombreuses années. Comme je disais, l'opinion internationale, ils s'en foutent. Mais on a déjà balayé le droit, on a déjà balayé toute l'approche légale, les Nations Unies, l'agression gratuite. Je veux dire, on a pendu des gens à Nuremberg en 1946 pour beaucoup moins que ce qu'ont fait les États-Unis et Israël en ce moment. Donc, et aussi beaucoup plus. Mais il y a deux choses différentes. Il y a les crimes de guerre, etc., que ces belligérants aujourd'hui commettent. Mais il y a aussi, il y a un des éléments d'inculpation principale à Nuremberg, c'était la planification, la conspiration de créer la guerre. Là, ça me paraît évident. Alors, si tu passes au-dessus au niveau nucléaire,
où clairement c'est du génocide de population civile, vous allez me dire un de plus, mais enfin bon, les États-Unis, c'est vrai qu'ils ont un track record assez violent là où ils passent. Euh, un, ils perdent les guerres, et deux, la population civile, elle trépasse. De Dresde à Hanoï, à Séoul, et enfin Pyongyang et plein d'autres endroits. Bref, on rentre dans un nouveau monde, on rentre dans un truc difficile. Et je rappelle que toute cette guerre fait partie d'un contexte, et là aussi, je vous rappelle que je l'avais prévu, et je l'avais expliqué dans mon livre de 2011, Survivre à l'effondrement économique, que les États-Unis allaient se mettre de plus en plus dans une configuration agressive à partir de... Voilà, donc j'écris ce livre en 2011, et que cette agressivité a été liée à sa perte de pouvoir réel. Et, euh, et là, je pense que les États-Unis, à part l'arme nucléaire, n'arriveront pas du tout à soumettre l'Iran. Mais s'il y a l'arme nucléaire, on rentre dans un nouveau monde, parce qu'on ne sait pas comment le monde va réagir. On ne sait pas comment est-ce qu'on va lyncher, est-ce que les gens, pas moi, mais les gens vont lyncher les diplomates et les habitants, les gens de nationalité américaine ou juive, ou israélienne, donc, dans les rues. Et donc, quelle va être la réponse à ce moment-là des États-Unis face aux capitales européennes qui auront des émeutes enfin, on ne sait pas. Ou peut-être que les gens restent devant Netflix à manger des chips. On ne sait pas non plus. Donc on rentre dans un monde potentiellement dangereux et extrêmement nouveau. Donc, bon, moi je vais prêcher pour ma paroisse. Préparez-vous, lisez mes bouquins, venez sur Patreon pour apprendre comment vous vous préparez face à ce genre de crise. Mais ces prochains jours, ces prochaines semaines vont être délicates. Donc moi je vous conseille vraiment, choper de l'eau, remplissez vos fuels d'essence, allez choper un jerrycan de 20 litres, 10 litres, ayez un petit peu de stock, de nourriture, de quoi tenir, des lampes. Oui, ces prochains mois, ces prochaines semaines risquent de déraper fortement. Alors j'espère pas. Et j'espère que tout d'un coup, on trouve une solution pacifique et apaisée à ce problème. Par exemple, bon, on arrête, chacun arrête, comme l'année dernière. Il y a des promesses qui sont faites. Alors on sait que le camp occidental, c'est le camp du mensonge, de la traîtrise, de la veulerie, euh, euh, à l'époque du Moyen Âge, ça aurait été ou de la Renaissance, les gens qui dirigent l'Occident aujourd'hui auraient été jetés dans un couvent, dans le meilleur des cas, par perfidie, parce ils seraient considérés comme des gens, ce ne sont pas des gens honnêtes, ce sont des gens qui mentent tout le temps, ce sont des gens auxquels on ne fait pas confiance, et on ne peut pas avoir ces gens-là dans une société. L'Occident, rappelez-vous, est basé sur une société de confiance. Et ça fait déjà longtemps que cette société de confiance part en valdringue dans tous les sens. Mais là, c'est une honte. Alors moi, je me considère plus comme occidental. D'ailleurs, je considère que ces gens-là ne sont pas occidentaux. C'est autre chose, c'est une autre culture. Les gens qui dirigent l'Occident ne font pas partie de l'Occident, ils se sont auto-exclus de la culture européenne de base. Mais enfin bon, c'est une question de point de vue. Si vous avez le point de vue inverse, que c'est l'Occident qui est devenu une saloperie de traîtres et de gens auxquels on ne peut pas faire confiance, alors permettez-moi de ne pas me faire à ce moment-là, de ne pas m'inclure dans ce constat. Moi, je suis plus dans le droit, dans la parole donnée et dans l'éthique, mais aussi dans le pragmatisme. Et le pragmatisme me dit, Pierrot, et vous, préparez-vous à sauver vos miches, là, parce que si ça part en guerre nucléaire, on va sur des troubles au-delà de l'économie. Hein. Je parle même pas de l'économie qui se viande, qui s'arrête. Ça va être très très chaud. Donc, hey, faites comme vous voulez. Si vous voulez savoir quoi faire, il y a mes bouquins. Allez sur Internet, il y a plein de gens qui en parlent. Ou vous venez sur Patreon. Je mets les liens ci-dessous. Faites gaffe aux 2 prochaines semaines. C'est chaud. Préparez-vous.